aller au cinéma coûtera 50, 100 ou 150 dollars comme un show de Broadway ou un match de football aujourd'hui. C'est des propos de Steven Spielberg il y a quelques années. Autre propos, il n'y aura bientôt plus que 40 films par an dans les salles de cinéma, surtout des franchises, des suites et des films d'animation. Ça, c'est des propos de Ben Affleck qui viennent un petit peu alimenter le débat et le sujet de ce soir. En ce moment, c'est le Festival de Cannes. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, aujourd'hui, on va parler de cinéma, de l'évolution du monde et de l'avenir du cinéma. Et dans l'actualité, en ce moment, il y a notamment ces chiffres qui sont pas bons, il faut le dire, en ce moment, pour le monde du cinéma. La fréquentation des salles de cinéma a diminué drastiquement, avec moins 23% des places vendues en avril 2022 par rapport à avril 2019, donc avant le Covid et avant la fermeture des salles, etc. En parallèle, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais les plateformes de streaming comme Prime Video ou encore Netflix prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Certains évoquent même une possible fin du cinéma. Et c'est de ça donc qu'on va parler ce soir pour voir ce qu'il en est réellement, votre regard, votre point de vue sur le sujet. On va pouvoir en débattre ensemble. 3 personnes avec moi ce soir pour en parler. D'abord, Vincent Courtade, bonsoir. Salut. Merci d'être là. Tu es directeur marketing de The Jokers. J'ai toujours un doute sur la prononciation. The Jokers. Exactement. Ouais, un petit mélange de français et d'anglais. Une société donc de distribution et de production de films. Merci d'être là ce soir. Merci. Shaoki Alofir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Toi aussi, tu es réalisateur, mais aussi enseignant au Conservatoire libre du cinéma français. Forcément, j'imagine que tu as ton avis sur la question de l'avenir du cinéma. Certainement, merci de m'inviter. Et puis la question, elle est brûlante et puis on en parle toujours à l'école avec les étudiants, c'est très intéressant. Très bien, c'est très intéressant d'avoir le regard, je pense, d'ailleurs, d'étudiants ou de jeunes qui veulent évoluer dans ce milieu-là et la façon dont ils perçoivent tout ça. Et enfin, Jérémy Pelletier, c'est pas la première fois qu'on te reçoit ici. On t'a vu sur des sujets un peu plus politiques dernièrement, mais tu es directeur des études à la Fondation Jean Jaurès et notamment auteur de Se divertir demain et la fête est finie avec un point d'interrogation. On va donc pouvoir en parler ensemble sur l'évolution notamment de l'univers du divertissement. On l'a dit, il y a de moins en moins de personnes qui vont au cinéma, en tout cas cette année par rapport à 2019. Jérémy, pour toi, pour commencer, et après en vrai je vais être curieux d'avoir votre regard à tous, pourquoi est-ce que les Français iraient de moins en moins au cinéma ? Évidemment, la crise sanitaire est passée par là. Et alors, on a dit beaucoup, effectivement, qu'il y avait beaucoup de phénomènes qui préexistaient déjà à la crise sanitaire. La sédentarité, l'amour des gens pour le cocooning, pour le chez-soi, etc., etc. La vérité, c'est que la crise sanitaire, elle a accéléré beaucoup de choses. Elle a accéléré beaucoup de tendances. Et je pense qu'effectivement, la tendance du canapé, pour le dire de façon très caricaturale, l'augmentation de ce qu'on peut appeler la flemme, pareil, pour utiliser, je pense, un terme qui est très présent, qui est très prégnant dans, je pense en tout cas dans la société aujourd'hui. Je suis toujours très intéressé quand on fait des enquêtes et quand on demande aux Françaises et aux Français c'est quoi le terme qui caractérise le mieux leur état d'esprit aujourd'hui. Le premier terme qui arrive en tête, en tout cas qui arrivait en tête juste après la pandémie, c'était le terme de fatigue. Et donc on était comme ça, déjà après la pandémie, après la crise sanitaire, on était face à un peuple fatigué qui a pris beaucoup d'habitudes, beaucoup de nouvelles attitudes et notamment, et tu l'as très bien dit, la consommation effectivement d'écran, la consommation de films à la maison. Il y a beaucoup d'enquêtes qui viennent d'être publiées justement à l'occasion de l'ouverture du Festival de Cannes qui ont montré l'impact évidemment des plateformes de vidéo à la demande sur la fréquentation du cinéma. Et ce qui est très intéressant dans ces études-là, c'est que ça a eu un impact même chez les gens qui allaient beaucoup au cinéma. Parce qu'on peut se dire, bon, mais de toute façon, c'est surtout les moins croyants, les moins pratiquants que ça touche, parce que finalement les plus pratiquants, les plus croyants, un peu comme à l'église, ils continuent à aller au cinéma. La vérité, c'est qu'effectivement les enquêtes montrent que ça a eu un impact réel, un impact important et globalement... y compris après le Covid. Y compris absolument après le Covid, et on voit aujourd'hui effectivement que depuis le début de l'année, les chiffres de fréquentation ne sont pas bons, les entrées dans les salles effectivement de cinéma, et notamment quand on regarde les scores des films français, ne sont pas très bons, et donc il y a effectivement ce changement d'attitude qui a un impact réel sur le cinéma et sur ce lieu qu'est le cinéma. Toi, Vincent, tu observes la même chose ? On observe tout à fait ça, et en fait pour appuyer ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est à quel point le public a changé d'habitude. Et c'est vraiment c'est clairement le défaut numéro 1, c'est la perte d'habitude. Où aujourd'hui, en effet, on peut prévoir, là où il y a quelques années on pouvait prévoir une séance de cinéma à l'avance, une semaine avant, avec des potes. On se dit allez, ce soir-là, on se le bloque, on y va, et on ne l'annulait pas, quoi. Il y a quelque chose de voilà, c'était sacré. C'était notre religion exactement bien présente. C'est l'église, hein.
l'église du dimanche c'est pas matin. pour rien. Et aujourd'hui, en fait, on remarque des changements qui sont du style de voilà, un quart d'heure avant la séance, on a notre place qui est pré-réservée, qui est annulable, qu'on peut annuler. Et en fait, finalement, on va se dire, bah, tu sais quoi, chérie, finalement, ça va être un Deliveroo ce soir et on reste à la maison. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que c'est un changement d'habitude du spectateur qui est là-dessus, sur le côté, bah, aujourd'hui, on se retrouve à devoir... la compétition pour nous, distributeurs, elle est plurielle, en fait. Il n'y a plus... on n'est plus en compétition entre distributeurs comme c'était avant, entre distributeurs de films. On est en compétition, évidemment, avec les plateformes, et je pense que c'est un sujet qu'on va aborder, mais aussi toute autre sortie sociale, en fait, que ce soit, et on l'a vu post-Covid, aller boire une bière, voir des copains, se balader, aller au théâtre, etc., etc. Enfin voilà, il y a tellement aujourd'hui de moyens de se divertir, au sens très large, que en effet, nos concurrents deviennent extrêmement larges. Et on l'a vu même au début il y a 2 ou 3 ans, nos premiers concurrents, c'était presque Fortnite, quoi. L'arrivée de tous ces jeux-là, enfin voilà, qui forcément forcent les gens à rester chez soi. Donc en effet, aujourd'hui, on se retrouve presque en concurrence avec un Deliveroo. Et là, du coup, c'est à nous, distributeurs, à producteurs aussi, aux talents, aux auteurs, aux réalisateurs, d'apporter des films qui donnent envie aux spectateurs. Nous, on doit accompagner ces films-là pour qu'ils puissent trouver leurs spectateurs. Et puis souvent, il faut qu'on donne envie, en fait. Shaoki, au passage, tu as des élèves dans le chat, visiblement, qui t'ont comme prof. Il y en a un certain nombre dans le chat qui réagissent. Je les salue. Qu'est-ce que je veux dire, ouais, toi, cette question de pourquoi est-ce que les gens vont moins au cinéma, comment est-ce que tu l'analyses? Enfin, de mon optique, surtout de praticien, de réalisateur et ensuite d'enseignant. Donc, on est en train de réfléchir à la question. Donc, personne ne peut prétendre avoir la réponse. Parce que, comme il l'a bien dit, la concurrence, elle est multiple. Ce n'est plus un film ou un type de film ou un genre de film prédominant et le reste des films. Là, on est face à un phénomène assez nouveau. Je dirais, on est en concurrence avec un certain nombre de phénomènes ou un certain nombre de formes artistiques ou de formes, je dirais, de la vie de tous les jours, c'est-à-dire se faire livrer à la maison, regarder un film à la demande. Ça nous pousse un petit peu à réfléchir et je dirais plutôt du côté la réflexion du métier. De comment faire un film aujourd'hui, parce que la question de la demande et la question aussi de l'envie, d'attiser l'envie, parce que normalement, les cinéastes, on est les anticipateurs des désirs. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours bon. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est en train de réfléchir la manière de raconter les histoires, la manière de filmer. Je vous donne un exemple très simple, c'est-à-dire l'avènement de la vidéo à la demande et puis le rapport avec l'écran, le support n'est plus le même. Vous savez, même à l'enseignement, on ne peut plus ressasser les phrases qu'on faisait avant. Par exemple, Godard qui disait « Regardez le cinéma, c'est lever la tête », puis la télévision, c'est baisser la tête. C'est fini ce temps. Donc, le film, il est plutôt dans sa poche, il est plutôt à portée de main de tout le monde. Donc, c'est une nouvelle façon de vivre le film, de vivre le cinéma. Maintenant, est-ce qu'on va continuer encore à avoir cette sacralité du sanctuaire que vous avez appelé la chapelle? C'est-à-dire, on se retrouve tous un peu dans l'intimité. Et puis, c'est surtout cet acte que je trouve assez noble, en fait, pour le cinéma, et surtout le cinéma, l'art d'une manière générale, c'est de se retrouver dans une salle sombre, à côté de l'inconnu, mais ça n'attise pas forcément la peur et la vigilance. On est en confiance. Donc cet exercice collectif, est-ce qu'il va continuer, oui ou non? On se pose tous la question et on est en train de réfléchir à la question. Et au passage, c'est là qu'on voit que le sujet, il a un peu de multiples facettes, parce qu'on peut parler des salles de cinéma, on peut parler du cinéma en tant que tel, on peut parler des différents types de films. On voit qu'il y a différentes questions qui se posent et différents impacts aussi dans les raisons qui peuvent expliquer la question justement de cette baisse de fréquentation des salles de cinéma. Ce qui ressort, moi je le vois sortir tous les 4 matins sur Twitter, c'est la question du prix d'entrée pour les salles de cinéma, avec des éléments qui vont un peu dans tous les sens, parce qu'on a à la fois des tweets de gens qui disent non mais attendez, aujourd'hui vous avez des places, et c'est le cas dans certains cinémas qui dépassent largement les 10 € pour aller voir un film, et ça peut coûter quand même assez cher, plus cher parfois qu'un abonnement justement à Netflix pour un mois, donc ça peut être assez considérable. Et en même temps, je vois toujours des gens répondre, dire ouais, mais attendez, si t'es jeune, ou même d'ailleurs pas forcément jeune, pour moins de 20 € par mois, t'as un abonnement qui donne un accès illimité aux salles de cinéma pour voir tous les films que tu veux et autant que tu veux. Cette question du prix, comment est-ce que vous la voyez, comment est-ce que vous la percevez, même de votre côté en tant qu'acteur de ce monde-là? Est-ce que vous avez vu déjà une évolution sur les prix et quel impact est-ce que ça a selon vous? Alors le prix a légèrement augmenté dû à l'inflation forcément, mais alors déjà il faut savoir que le prix du billet est
est à la discrétion de l'exploitant qui va définir son prix chacun. C'est la salle de cinéma ? C'est la salle de cinéma, c'est ça, tout à fait. Donc ce n'est pas à nous, distributeurs, de mettre le prix du billet le plus haut possible. Non, nous, on prend une part qui est toujours la même, film après film. C'est à l'exploitant qui va définir son propre prix. En fait, ce prix du billet, c'est un peu une idée reçue, un peu une légende, et tu l'as très bien dit, en fait, c'est vrai que ça revient tous les 4 matins, quoi. C'est impressionnant. Alors oui, en effet, si on s'arrête aux tarifs de certains multiplex, qui, je le rappelle, ont des coûts assez forts, des coûts de fonctionnement, j'entends, assez chers, parce qu'il faut les faire tourner, hein, les 10 salles. Installer une cabine de projection, c'est plus de 300 000 €. Enfin voilà, il y a du personnel, etc., qu'il faut payer. C'est des prix, en effet, qui sont chers, mais qui apporte également une expérience qui n'est pas semblable à ce que vous vivrez chez vous. Et c'est par ailleurs le pari qu'a fait Pathé Gaumont avec ses salles premium. Mais il faut, je pense, que ça n'occulte pas tout le reste qui est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a des cartes illimitées. Il faut aussi faire la pédagogie auprès des gens, de manière générale, que il y a des cartes qui sont en effet qui sont à peu près au même tarif que les Netflix que vous allez payer, qui vous permettent de voir tous ces films en illimité. Mais également, au-delà de ça, il y a des initiatives d'exploitants eux-mêmes qui vont baisser des tarifs. Je pense notamment, alors là, à Paris, à côté, du Lac Cinéma, qui va proposer des places à 5 € le mercredi de sortie, pour justement favoriser le bouche à oreille du mercredi de sortie, sachant qu'aujourd'hui, on voit une évolution en termes d'entrée qui est très lisse, c'est-à-dire que le mercredi de sortie n'est presque plus aussi sacré. Il n'y a plus le truc, sauf, j'imagine, pour quelques très gros films, il y a plus ce truc de l'événement du mercredi, quoi. C'est ça. En fait, et c'est à nous de remettre l'événement. On va en reparler, je pense, un peu après, mais il faut remettre l'événement au centre de la salle de cinéma. Les films doivent être événements. Le travail des exploitants sur ces films-là, avec des débats, avec des avant-premières, etc., doit être événement. Et on l'a vu sur des sorties, notamment, on ne sort pas que des films frais en salle. Quand on dit films frais, c'est des sorties, des films qui viennent de se tourner. On sort aussi des films de patrimoine, et on l'a vu récemment avec pas mal d'événements qu'on a créés autour de nos films de patrimoine, avec notamment, on pourrait croire que des gros classiques qui sortent. Exactement, mais un classique de 1940 qui est Lettre d'une inconnue. Et ben en fait, en ramenant par exemple Olivier Mine, qui est un expert de Louis Jourdan, l'acteur du film, personne ne se doute qu'il en est un véritable expert, et pourtant en fait ça nous a permis de ramener énormément de jeunes en fait dans la salle. On a fait du complet avec des jeunes qui venaient voir un film en carré, en noir et blanc, qui date de 1940. En fait, c'est ça, faut remettre l'événement dans la salle de cinéma. Je vais me tourner vers vous, Shaoki et Jérémy, sur cette question-là du prix. Si je suis un peu provocateur, je dirais, alors ok, il y a un abonnement à 16 € par mois, et c'est moins cher parce que c'est du illimité, donc c'est intéressant. Et en même temps, un abonnement Netflix, encore une fois, c'est peut-être 10 balles par mois. Dans les 10 balles par mois, c'est illimité aussi. J'ai pas à me déplacer. Aujourd'hui, je peux avoir pour beaucoup moins cher qu'avant une excellente télé avec un excellent son, voir un vrai truc de home cinéma pour beaucoup moins cher qu'il y a quelques années, et avoir quasiment, en tout cas selon certains, une expérience de cinéma chez moi. Donc pourquoi est-ce que j'irais regarder un film au cinéma, si je suis un peu provocateur sur la question? Je suis tout à fait d'accord. Présenté comme ça, moi premier, je prendrais plutôt à 10 balles un abonnement, et je suis chez moi, et puis je suis au chaud, le concouline, cette culture maintenant qui perdure. Donc présenté de cette manière, oui, je rebondis sur ce que tu as dit, Vincent. Je trouve que effectivement, c'est l'offre. Ce qui va faire la différence, tôt ou tard, c'est plutôt l'offre. Ce débat, on l'a déjà vécu, enfin, pas personnellement, mais en tout cas, avec l'avènement de la télévision. On avait les mêmes doutes. C'est-à-dire, est-ce que le cinéma peut continuer quand même avec l'arrivée de cet engin qui est là, qui me donne quand même l'accès au film d'une manière un peu plus confortable, sans se déplacer, sans partir, bien sûr, et dépenser l'argent, et ainsi de suite. Néanmoins, le cinéma a existé et a continué d'exister. Alors, parce que l'offre est différente, c'est-à-dire pour voir une grosse production, un péplum, c'était permis au cinéma. Parce que le modèle économique du cinéma permettait justement des choses assez grandes et puis assez spectaculaires, ce qu'on ne retrouvait pas à la télévision. Et donc, à partir de là, je pense que c'est la même question qui se pose entre le cinéma et puis les plateformes. C'est-à-dire, si jamais c'est la même proposition que j'ai entre la salle de cinéma et puis mon canapé, je vais choisir mon canapé.
Et quand tu parles d'offres ici, tu parles d'offres d'un point de vue cinématographique ou tu Absolument. parles d'offres d'un point de vue... On parlait d'équipement, on disait que Gaumont, effectivement, avait, avec Pathé Gaumont, le groupe avait investi clairement dans des cinémas haut de gamme. On le voit dans le prix, mais aussi dans le confort des sièges, etc., etc. Toi, tu le vois comment Je le vois par rapport au contenu plutôt. Ok. Pas forcément le cadre dans lequel on voit le film. Je parle par rapport au contenu. Par exemple, si vous prenez, si on reprend bien sûr une époque révolue, pour voir un film comme Laurence d'Arabie, c'était impossible de le voir ailleurs que dans une salle de cinéma parce que ce sont des standards de cinéma. Aujourd'hui, tout a été d'une manière ou d'une autre un peu confondu. C'est-à-dire on peut retrouver Game of Thrones qui coûte encore plus cher qu'un film. Et là, on a un grand spectacle, justement. Et après, je pars au cinéma pour voir un film intimiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un dérèglement, on va dire. Enfin, pas dérèglement, c'est un peu négatif. Mais je dirais il y a un changement qui opère. Et puis là-dedans, les praticiens, les gens qui théorisent, les intellectuels, on a encore du mal à tirer des conclusions et encore loin de tirer des enseignements et le transmettre à nos étudiants. Et Jérémy, j'ai donné la parole dans quelques instants, mais du coup, je reprends cette citation de Ben Affleck qui disait « Je pense que les films de cinéma vont devenir très chers et ne seront plus que des événements. Ils vont surtout être pour les jeunes et seront dans le genre de ce que fait Marvel. » Est-ce que c'est ça, du coup, l'avenir du cinéma, pessimiste. comme on l'entend dans les salles de cinéma? J'espère pas. On l'espère pas, c'est un peu pessimiste. Ouais. Mais est-ce que c'est pas cette dimension, au final, que tu évoquais de... Là, quand je parle de la salle de cinéma, de l'idée, on va aller voir au cinéma, dans une salle de cinéma, j'entends, un film où les moyens sont tels que, en fait, ça vaut le coup de le voir sur un grand écran parce qu'on en prend plein les yeux, quoi. Enfin, je pense, enfin c'est un peu pessimiste, mais après... Un petit peu légèrement dans le... Voilà, enfin ça nous inquiète propos, ouais. quand même. On aime bien faire ce métier et puis se retrouver dans des salles et dans des festivals. Bien sûr. Mais je pense que le fait de faire des films, le fait de travailler sur la fiction, surtout l'aspect de la fiction, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait qu'on est humain, qu'on est capable d'une fiction, c'est-à-dire d'imaginer des événements et ensuite transcender vraiment le réel pour sortir des images et des sons qui nous interpellent au niveau des émotions. On n'a pas besoin forcément d'une salle pour cette tâche. On est d'accord, on peut le voir aussi sur son téléphone. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'autre, c'est de se retrouver dans un exercice collectif. Parce que regarder un film avec des gens autour de nous et qu'on éprouve la même émotion en même temps, cette simultanéité d'émotions, c'est ce qui fait que le collectif opère. À partir de là, bon, si je prends l'exemple d'une plateforme, c'est un exercice individuel. On est complètement fermé du reste en fait de la pièce où on est. On peut avoir son téléphone avec son casque dans une famille, on peut retrouver avec 3-4 écrans et puis on est complètement fermé. Donc l'échange, la discussion, l'émotion que le film peut véhiculer dans le collectif, on le vit de moins en moins. Je ne dis pas que c'est mieux ou c'est moins bon, mais c'est un autre exercice, c'est une autre façon de voir la chose. Ouais. Donc c'est là-dedans où il y a encore un travail à faire et à réfléchir. Et je me retourne directement vers Jérémy parce que je pense qu'on est en train de réfléchir cette chose, on est en train de réfléchir le métier. Et ce qui nous manque énormément, en termes, je parle en tant que réalisateur, c'est l'avis de l'intellectuel, c'est celui qui théorise. C'est celui qui observe et par la suite, il va donner forcément une sorte de synthèse et une conclusion qui va nous aider. Enfin, ce qui était le cas pour la plupart des philosophes quand même, les esthètes. Jérémy, c'est à toi, lourde tâche. C'est dur de passer après ça. De synthétiser les propos. Non, alors pour le coup, c'est vraiment parce que je voulais en tout cas essayer de relier quand même ce que vous avez dit à travers une notion en fait qui est la notion d'expérience. Et en fait, c'est là où c'est intéressant en fait dans le débat qu'on a, c'est qu'en fait c'est une réflexion autour de l'expérience. Comment le cinéma, le fait effectivement de venir au cinéma peut redevenir une expérience inédite, une expérience extraordinaire qui nous sort effectivement de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, de ce qu'on a l'habitude de vivre avec ses proches, etc., etc. Donc je crois que c'est toute une réflexion autour effectivement de ce moment de l'expérience. Après, pour revenir au sujet du prix, effectivement c'est un sujet qui revient souvent. Et alors effectivement tu as évoqué le prix d'une place de cinéma, le prix d'un abonnement Netflix. En fait ça commence à avoir un impact notamment pour les familles. C'est-à-dire que un individu seul, effectivement, le ratio forcément ne va pas forcément l'entraîner vers le fait de préférer Netflix à la salle de cinéma, parce que globalement, il n'y aura pas une différence énorme entre le fait de payer une place de cinéma et le fait de regarder un film sur Netflix. Il paye dans les 15 balles potentiellement pour les deux, on a l'abonnement cinéma ou l'abonnement Netflix, et voilà, quoi. Exactement, et donc ça ne change pas grand-chose, et potentiellement, il a effectivement des réductions parce qu'il est jeune. Le problème, c'est la catégorie des actifs, qui eux, pour le coup, n'ont pas beaucoup d'aide, c'est-à-dire les 35-40
49 ans. C'est un peu ça, en tout cas, la tranche d'âge qu'on considère comme étant la Et tranche avec d'âge des des gosses actifs. potentiellement. Exactement, parce que c'est la tranche d'âge, par ailleurs, qui a des enfants à charge. Et donc, si vous multipliez, parce qu'une sortie au cinéma, c'est une sortie souvent familiale, donc c'est pas un individu qui va au cinéma. Et donc, si vous multipliez effectivement 4 ou 5 places de cinéma, il faut ajouter évidemment le prix de l'essence pour se rendre à la salle du cinéma, parce que tout le monde n'habite pas à Paris, tout le monde n'habite pas dans les grandes métropoles. Donc, Il faut plus ajouter d'essence ça. que pour aller dans son salon, ça c'est sûr. Exactement. Mais pour le Il faut coup, prendre le prix du parking et du stationnement. Il faut prendre potentiellement aussi le coût du dîner qu'il va y avoir ensuite dans la foulée au restaurant. Donc tout ça, effectivement, pèse après dans la balance sur la question du prix. Après, je trouve qu'il y avait un élément très intéressant sur ce que tu disais, c'était la question de l'offre. Et je crois que ça, la question de l'offre, c'est un élément, je pense, qui est central pour aussi expliquer la défiance peut-être à un moment donné de la population vis-à-vis du cinéma. On peut le comparer un peu avec la politique, par exemple. Je veux dire, si à un moment donné, il y a un problème d'offre politique, bon, bah, la corrélation et la conséquence, c'est la montée de l'abstention, c'est la désertion des urnes. Bon, bah, s'il y a un problème d'offre et que l'offre est en décalage avec la demande des consommateurs, entre guillemets, si j'utilise ce terme-là, bah, effectivement, il y a une désertion des salles. Et pour le dire de façon peut-être trop caricaturale, mais ce qu'on voit malgré tout depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a une polarisation de l'offre. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, entre guillemets, si je schématise, les blockbusters, et de l'autre, des films très intello. Des films vraiment pour intello, des films très sociétaux. Et je trouve qu'il y a une polarisation de l'offre cinématographique autour effectivement des films très sociétaux qui s'adressent effectivement aux gens assez lettrés, très intelligents, etc., etc. Âgés. Et à côté de ça, vous avez âgés. Non, mais c'est plutôt. vrai. Enfin, il y avait Absolument. tout un. C'est Il y ça. avait. C'était Sylvie Piala qui disait un jour que le public du cinéma partait au cimetière. En fait, c'est que, en effet. Non, mais ça, c'est une phrase très forte. Je l'ai un peu mal répétée, mais en effet, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a tout un marché qui s'est construit ces dernières années autour d'un public âgé qui finalement se déplace beaucoup parce que les jeunes, pour X raisons, allaient voir plus des blockbusters, des films américains, etc. Ce public-là, avec le Covid, avec les changements, et puis il vieillit. C'est-à-dire qu'un public qui avait 60 ans il y a 10 ans, il en a aujourd'hui 70. Alors ceux de 70, voilà. Donc ça devient assez compliqué. Donc en fait, il y a clairement une question à se poser de renouvellement en fait, du cinéma, en tout cas de ceux qui racontent les histoires. Tu en parlais en fait juste tout à l'heure. Oui, en effet, il y a le prix de la salle de cinéma, il y a aussi le prix du parking, de l'essence, etc. Même au-delà de ça, les questions qu'on se pose, nous, tous les jours, quand on travaille sur nos films, c'est est-ce que mon film donne suffisamment envie pour que la personne puisse prendre son manteau, fermer à clé, prendre sa voiture, rouler un petit moment quand même. Et là, on ne parle pas des Parisiens, hein, attention, on parle bien vraiment du reste de la France, hein, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Et est-ce qu'il est capable d'aller au cinéma, prendre sa place, attendre un quart d'heure pendant les pubs, prendre du popcorn, etc., entendre son voisin qui parle du popcorn, etc. Enfin bon, Il mange du popcorn. non, qui prend du popcorn, c'est ça. Donc c'est compliqué. Donc du coup, c'est un vrai acte en fait, aller au cinéma. Donc du coup, il faut que nous, en tant que personnes qui travaillons ces films-là, en tant que distributeurs, il faut qu'on puisse considérer ça. Il faut que notre film soit un événement. Mais au-delà de ça, il faut que les auteurs, les réalisateurs comprennent le public d'aujourd'hui. Il faut qu'ils puissent se sentir compris, entendus. Et je parlais de Paris versus le reste de la France. On est un métier qui est quand même très centré autour de Paris, avec beaucoup de gens qui prennent des décisions depuis Paris. Il faut montrer un cinéma pluriel avec de la diversité. C'est aussi pour ça, et là-dedans, que Netflix en a fait sa force, la diversité des talents qu'on voit à l'écran, la diversité des histoires qu'on raconte. Et c'est nous, notre boulot en tant que distributeur, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Jokers, avec des premiers et seconds films d'auteurs qui viennent d'un peu partout. Il faut qu'on puisse, nous, faire ce boulot-là, de mettre en avant d'autres voix, en fait, des voix plus jeunes. Et pour reprendre juste une phrase de Ludovic et Zoran Boukarmin, qui avaient sorti Teddy, et qui vont sortir cet été, l'année du requin, qui disait, on a une culture plurielle. On est capable de regarder Truffaut et de jouer à GTA. En fait, c'est des réalisateurs qui sont comme les jeunes d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des auteurs qui comprennent à qui ils s'adressent, en fait. Absolument. Et juste sur ce sujet-là, parce qu'on parle beaucoup de la question d'un événement, on parlait aussi tout à l'heure, tu évoquais notamment la question du côté social, du côté communautaire, je sais pas si c'est le bon terme, mais l'idée de se rassembler devant un film, etc. Et tu disais effectivement, regarder un film devant son téléphone, c'est quelque chose de beaucoup plus solitaire que d'aller au cinéma. Si je joue un peu la provoque là-dessus, moi j'ai le sentiment que dans ce qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, mais ces derniers mois même plutôt, j'ai beaucoup plus entendu parler socialement et eu des discussions sur des séries que sur des films. Si on prend le cas là de la série Le Flambeau, qui est sorti il y a quelques jours cette semaine, Le Flambeau, c'est
une série qu'on a tous regardé peut-être de notre côté, mais on a tous vu passer des vannes, des mèmes, tout ce qu'on veut. On a tous discuté éventuellement de la série sur les réseaux sociaux. Et donc, de fait, il y a une dimension sociale que j'ai pas forcément aussi avec le cinéma, à moins que tout le monde ait vu le film. Mais il y a quand même une dimension sociale via des choses qu'on regarde de notre côté, quoi, qui est différente par contre. Bien sûr, c'est différent, donc il y a forcément un lien. Maintenant, moi j'ai souligné plutôt en fait le fait de se rendre à une salle et de regarder un film. D'abord c'est une expérience sensorielle. C'est-à-dire de voir un gros plan, un visage qui fait 2 fois sa taille. C'est pas du tout la même expérience. Je ne dis pas que c'est mieux ou c'est encore mieux de voir en plus petit. En fait, l'échelle, c'est quelque chose qui agit immédiatement sur la perception du public. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le temps, c'est-à-dire de regarder le film en même temps. Alors, souvenez-vous... quand on était encore plus jeune, et puis c'était la télévision, on voyait un épisode d'une série, le lendemain, dans la cour de récréation, c'était le sujet. Ça se fait, mais ça se fait d'une manière décalée. La temporalité de la discussion, c'est ça. Et j'irais encore plus loin, je dirais plutôt le film, on rentrait dans des salles de cinéma pour sortir renseigné sur soi-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est les réflexes, ça forge les réflexes, ça travaille sur le subconscient commun. C'est des discussions qui se font très rapidement juste après le film à chaud. Et ensuite, on part, on réfléchit. Donc, il y a un engagement physique. Ça ne veut pas dire que je suis un nostalgique et je dis que c'est mieux. et je joue à la provoque aussi. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis du genre à justement apprécier le cinéma et j'y vais quand même très régulièrement. Pour ce côté aussi, alors déjà vivre quelque chose avec d'autres personnes et ça fait partie du truc, mais aussi, c'est vrai, mais la dimension physique joue aussi. Et moi, ce côté, tu sors d'un film, tu rentres chez toi, tu prends le métro, tu rentres chez toi. Ça fait partie quasiment. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'expérience du cinéma de rester un petit peu dans le film, de ressentir encore ces choses-là qui soit t'ont touché, soit t'ont, je sais pas, et qui restent en toi pendant encore un moment. C'est vrai que t'as moins ça quand tu vas au film, ou discuter d'ailleurs avec quelqu'un avec qui t'y es allé. Puis pour appuyer ce que tu dis, en fait, c'est exactement ça. C'est au fond, quand on va au cinéma pendant 2 heures, on est concentré. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je sais pas vous, mais en tout cas personnellement et de ce qu'on autour de nous, c'est très difficile de regarder un film sur la télé, etc., sans être dérangé par son téléphone qui sonne, par des messages, par-ci, par-ça. Au cinéma, il y a une espèce de communion collective qui fait que, en effet, pendant 2 heures, tu es concentré. En effet, juste après, on est encore sur le chemin du retour, on y pense, on en reparle avec nos amis. Évidemment, c'est plus visible en live dans un cinéma dans le cadre d'une comédie, parce que forcément, ça rit et on a envie de tous rire ensemble, en fait. Et ça, c'est chouette. Ça se voit un peu moins dans les drames, sauf quand on entend son voisin pleurer à chaudes larmes. Mais c'est vrai qu'il y a une expérience qui est complètement différente et tu l'as très bien dit, et c'est ce côté chemin du retour où, ouais, en effet, en fait, ça va me marquer pendant longtemps. Je vais y réfléchir un peu plus que ça y est, mon film est fini, je vais faire cuire mes pâtes. Et le fait de couper joue beaucoup. Moi, je sais que c'est aussi un élément qui fait que je vais aussi souvent au cinéma, c'est l'idée de se dire, en fait, c'est entre guillemets un des rares moments au final où j'arrive à couper à ce point. Il y en a d'autres, heureusement, mais ça fait partie de ces moments-là et c'est quand même appréciable. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à l'expérience du match de football dans un stade. Parce que, et d'ailleurs c'est intéressant, les stades de football subissent aussi ce que subissent les salles de cinéma. On voit effectivement, si vous êtes fan de foot, vous regardez les matchs de Ligue 1, à part effectivement au Parc des Princes, parce que c'est beaucoup de touristes aussi maintenant qui viennent dans les travées du Parc des Princes, parce que par ailleurs les places sont très chères, mais globalement les stades de football sont de plus en plus désertés. Les stades ont du mal effectivement à faire comble, à faire foule. Mais en effet, il reste quelque chose d'inédit malgré tout quand on va voir un match dans un stade. C'est effectivement le fait que pendant 1h30, vous êtes coupé, vous êtes concentré, vous avez une expérience sensorielle, le bruit autour de vous, le bruit du ballon, le bruit des joueurs, la pluie qui tombe, la pluie qui tombe, le chant des supporters, mais le football n'est pas victime de quelque chose dont est victime effectivement le cinéma. C'est la question potentiellement de la simultanéité de l'offre. C'est-à-dire que effectivement le lendemain d'un match de football, c'est quelque chose qui fait commun. C'est quelque chose qui permet aux gens de revenir à ce qui s'est passé. Tu as vu hier le match, tu as regardé la première mi-temps, la deuxième mi-temps. C'est encore quelque chose qui fait commun. De plus en plus difficilement parce qu'il y a une multiplication de l'offre. Aujourd'hui, si vous voulez regarder un match de football, vous pouvez regarder globalement dans l'ensemble des championnats d'Europe et du
monde. Et donc, il y a moins le côté, le championnat français, c'est ce qui réunit tout le monde. Mais malgré tout, ça fait La encore culture commun. de l'instant est toujours. Exactement, c'est toujours présent et ça peut encore faire commun dans les discussions. Et en effet, un film aujourd'hui, un film au cinéma, un film à la télévision, parce qu'on peut aussi parler de la télévision, c'est plus quelque chose qui va créer effectivement la conversation à la machine à café. C'est plus quelque chose qui va devenir en tout cas un référentiel commun, un référentiel en tout cas dans l'imaginaire collectif commun. Et donc oui, c'est un des sujets. Donc il faut recréer effectivement ce rite-là qui permettait de faire commun. Et je trouve que tu l'as très bien évoqué par ailleurs. Il y a quand même un sujet qui est lié au goût des autres. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné, on a entre guillemets la flemme d'aller effectivement dans une salle, c'est aussi qu'il y a une montée dans ce pays, et ça on le voit dans les enquêtes, de défiance vis-à-vis d'autrui, la montée de l'individualisation, le fait que globalement, vous avez 7 Français sur 10 qui considèrent qu'on n'est jamais assez trop prudent quand on a affaire aux autres. Et donc, cette perte de goût des autres, qui a été beaucoup accélérée aussi pendant la crise sanitaire, en tout cas cette survalorisation de l'ultra-proximité, de la sphère familiale très proche, de la sphère amicale très proche, fait qu'effectivement, on a du mal à aller vers les autres. Et un dernier élément de comparaison, en fait, ça me fait beaucoup penser, le débat qu'on a, à ce qui s'est passé avec les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit en France, il y a 40 ans, vous en aviez 4000. C'était énorme, etc. Beaucoup, effectivement, de territoires, notamment les territoires ruraux, avaient des boîtes de nuit. C'est un endroit où se rejoignaient les gens chaque vendredi soir, chaque samedi soir. En 40 ans, on en a perdu plus de la moitié. On a aujourd'hui environ 1500 boîtes de nuit en France, donc on est passé de 4000 il y a 50 ans. Et le Covid n'a pas aidé. Et le Covid, effectivement, n'a pas aidé. Et quand vous interrogez, notamment la jeune génération, sur les raisons pour lesquelles ils ne vont plus en boîte de nuit, alors ils vous citent aussi le prix, très souvent, mais globalement, ils vous citent aussi quelque chose qui est, vous savez, à la fin de semaine, on est fatigué, on a un petit peu la flemme, et finalement, on préfère faire la fête à la maison. Et donc, ce à quoi on assiste depuis 2 ans, c'est aussi la privatisation de la fête. C'est la fête à la maison. Et donc, c'est exactement le phénomène, c'est la fête sur mesure, la fête en contrôle, la fête bien maîtrisée. C'est une perte aussi du goût de l'aléatoire et du hasard, et je pense que le cinéma est aussi victime de ça. Et donc, justement, j'allais te poser la question de pourquoi il y a un repli sur soi, pas forcément, mais ce renouvellement des façons de se divertir et de sortir. Est-ce que ça tient à la question de sécurité? Tu as parlé de la question du prix, qui est un autre élément. Comment est-ce que tu expliques que ce soit dans le cas du cinéma ou dans le cas typiquement des sorties, est-ce que même l'enjeu technique joue aussi? C'est tout comme on peut se dire, de la même façon qu'aujourd'hui on peut se payer une belle télé plus facilement qu'il y a 10 ans forcément et avoir un meilleur rendu. Peut-être qu'en fait on a un bien meilleur système son facilement, plus Spotify. Et donc, en fait, on peut lancer une soirée, si je caricature à mort, assez facilement. Ouais. Ça tient aussi à tout ça? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, on voit, c'est très intéressant, dans les études de consommation, depuis le confinement, depuis la crise sanitaire, une augmentation de l'achat des home cinéma. Et effectivement, vous avez une part non négligeable de Français qui, année après année, effectivement, se dotent de home cinéma. Et c'est vrai dans les grandes métropoles comme dans les zones rurales. Et donc, c'est aussi lié à l'augmentation, ou en tout cas à l'évolution de ce sujet lié au confort. On est dans une société de confort. Et donc, le confort, ça passe d'abord avant tout par le chez-soi, par le bien-être chez soi, etc. Donc, il y a cet élément-là qui est très important. Et donc, c'est là où il faut essayer de montrer, de mettre en lumière le fait que ce n'est pas en contradiction, le confort, avec le fait d'aller dans une salle de cinéma. Mais il y a un sujet que tu as évoqué et qui est très important, qui est le sujet de la protection et que le sujet, effectivement, de la sécurité. C'est des sujets, effectivement, qui ont un impact psychologique de plus en plus important. Ça peut s'illustrer par des votes aux différentes élections, ça peut s'illustrer effectivement par des nouvelles formes de résidence et ça peut s'exprimer par des nouvelles formes de consommation. Et donc oui, vous avez une partie, par exemple, des gens dans les zones rurales qui ne veulent plus aller, par exemple, dans les salles de cinéma dans les grandes villes parce que il y a montée, en tout cas, du sentiment d'insécurité pour eux. Et donc ils se disent, en fait, on sera mieux à la maison, chez nous, entre nous, etc., etc. Et pas toujours, en fait, dans le sens où, je dis pas toujours dans le sens de les spectateurs ne s'équipent pas toujours. C'est-à-dire qu'en fait, disons qu'aussi il y a une grosse partie de la population qui est capable de voir son film sur son téléphone, tout comme sur sa télé, tout comme sur son ordi, dans son lit, bien au chaud, etc. C'est pas, on l'a vu dans les ventes, par exemple, du Blu-ray qui est arrivé sur le marché en promettant une qualité HD extraordinaire, etc., qui n'a jamais vraiment décollé. En fait, le DVD est resté roi, même s'il a dégringolé ces dernières années. En fait, il y a vraiment ce truc de, je pense qu'il faut éduquer le public
à la qualité des films, déjà de manière générale, mais aussi à la qualité technique de ce qu'on leur propose. Donc c'est aussi pour ça que je pense que quand ils reviennent au cinéma, ils viennent chercher ça. C'est cette qualité technique-là. Et pour rebondir exactement sur ce que tu disais sur le lieu social, en fait, il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui sont de plus en plus dans cette direction-là, notamment au cinéma, et qui croisent cinéma, bar, lieu d'expérience, restaurant, etc. Et non pas le centre commercial comme on le connaissait avant. Hein. C'était où on allait au Pizza Hut en sortant du cinéma. Il y a vraiment ce lieu d'expérience totale où, en fait, dans les mêmes lieux, et je pense notamment à la Forêt électrique à Toulouse qui est en train de monter ça, il y a d'autres initiatives aussi en France qui font ça parce que de manière européenne, ça a porté ses fruits. Il y avait ce lieu, il y a des mêmes lieux où, en effet, tu peux voir un film en salle. Il peut y avoir des studios de production, de montage, de post-production pour garder les talents au même endroit. Mais il y a aussi un bar. Il y a aussi, il y avait certains lieux, par exemple en Allemagne, qui ont une boîte de nuit dans le cinéma. Et donc, finalement, on sort de son film, on part en teuf. Et ça, c'est cool, en fait. Et puis, il y a un aspect aussi, la dématérialisation des films. Ça joue énormément sur le rapport et puis comment regarder son film. C'est-à-dire, avant, c'était inenvisageable d'avoir un film chez soi. C'est 5 à 6 bobines de 35 mm. Il faut un projectionniste, il faut une salle. C'est tout un rituel, en fait, pour voir un film. Moi, j'ai ça chez moi. Hein. Ah ben, écoutez, j'ai un projectionniste qui me dort dans le placard. On passera voir le dernier film toutes chez les toi. nuits. Donc, la dématérialisation, c'est-à-dire aujourd'hui, le film, il n'est plus concret. Plus solide. C'est plus solide, c'est plus un objet. D'abord, même en passant bien sûr de l'argentique à, je ne vais pas rentrer dans les détails, vers le numérique, on a quitté la 35 mm pour le DCP. Alors là, on n'a pas du tout un objet concret qu'on peut toucher, qu'on peut poser. Le DVD encore, on pouvait faire encore la démarche de mettre un objet puis regarder son film. La dématérialisation a fait en sorte que le rapport au film, il est devenu un peu plus détendu qu'avant. Ce n'est plus le rendez-vous culturel ou bien le rendez-vous personnel où se retrouver perdu dans la ville de Paris, ne pas savoir où aller, à un moment de chagrin. Et puis voilà, il y a des récits de grands réalisateurs. C'est comme ça qu'ils sont devenus cinéphiles. Et surtout, mais c'est là où moi je trouve que c'est un élément que je trouve assez important à titre personnel en tant que personne qui va au cinéma mais qui n'évolue pas dans ce milieu-là. Vous avez beaucoup dit, voilà, il faut faire comprendre la qualité des films, ce qu'on peut voir au cinéma, etc., etc. Mais moi, dans ma tête, il y a cette petite réflexion à chaque fois qui me disait, mais en fait, s'il y a un film qui est bon, si j'ai pas eu le temps de le voir au cinéma, je pourrais toujours le voir après, que ce soit en VOD ou après sur une plateforme. Et je sais que moi, j'ai tendance à aller, en général, pour les films que je veux voir, j'ai tendance à vouloir les voir au cinéma. Mais je sais que dans mon entourage, il y a énormément de gens aujourd'hui qui me disent, je leur dis, allez, je viens de sortir du cinéma, il faut aller voir ce film, il est vraiment bien. Et le réflexe de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est ok, top, on note et on ira le voir dans quelques mois. Parce qu'aujourd'hui, on préfère le voir chez soi. Donc, on en revient un petit peu à la question originale. Mais est-ce que l'enjeu, il tient au type de film qu'on va aller produire et au film qu'on va aller réaliser, ou est-ce qu'il tient davantage à la particularité de l'expérience en soi d'une salle de cinéma par rapport à... Je pense que aussi, il faut, c'est de la responsabilité un peu commune. On est en train de me donner des grands mots alors qu'on parle au fond. On sauve pas des vies, hein, on fait du cinéma et le cinéma est un divertissement, le cinéma est un produit culturel, voilà. Mais c'est de la responsabilité aussi des spectateurs. Je pense à, tu vois, tu parlais de non, j'irai le voir plus tard. En fait, la valeur d'un film se crée à la sortie salle. En fait, les entrées vont déterminer la vie d'un auteur qui pourra faire son film suivant ou pas, etc. C'est-à-dire que s'il n'a pas eu assez d'entrées, il va galérer pour faire son film suivant. Donc en fait, si on a réussi à faire un bon film, si on a un auteur en lequel on croit, il faut aller le soutenir dès la sortie salle. Il faut, alors évidemment, tout le reste de la chaîne de valeur est respecté. Si on va le voir, si on achète un DVD, c'est cool, merci. Mais il faut, c'est quand même la première fenêtre. Il y a quelque chose d'assez prestigieux dans la salle de cinéma. Puis aussi, c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est-à-dire sortir un film en salle, c'est très très cher pour un distributeur. Ça, faut pas l'oublier. Et donc du coup, derrière, ce que je veux dire, c'est que il faut que le public revienne en salle, il faut qu'il vienne voir ces films en salle, si on veut justement que nous, ces prochaines années, on puisse continuer à lui proposer de la qualité. Sinon, on ne pourra pas. Et en même temps, si je suis provoque là-dessus, justement, pour jouer à la contradiction sur ça, si on a demain, si quelqu'un fait son premier film, il le fait sur une plateforme et le film cartonne, alors on n'aura pas les chiffres, on n'aura pas forcément les chiffres d'audience, parce qu'on sait que par exemple, un Netflix est très discret sur ces chiffres-là, mais si ça fait parler partout et que tout le monde en discute,
de fait, sans être passé par la case cinéma, on peut se dire, bon, bah, le gars a lancé sa carrière parce que tout le monde parle de son film. Mais le souci, c'est que quand il voudra revenir à la salle, parce qu'il pourra peut-être pas forcément faire tous ses films sur Netflix, forcément, on va regarder un peu ce qu'il a fait avant. Et, ok, il y aura des chiffres sur une habitude qui est différente que celle qui est allée en salle. C'est là où, en fait, les décisionnaires, les financiers, etc., vont peut-être regarder le film de manière assez différente. Alors après, oui, pour un auteur, c'est génial d'être vu dans le monde entier, simultanément, partout, avec une machine aussi grosse que Netflix. Mais le travail, en fait, du distributeur, en tout cas en salle, est différent. En fait, il va l'accompagner éditorialement différemment, en fait. C'est ce qu'on voit comme différence entre un film qui est lancé à grosse pompe par une plateforme et un travail de distributeur qui va être d'accompagnement déjà de l'auteur dans la fabrication du film, parce que nous, on cherche quand même aussi à faire le meilleur film possible, pas forcément à coller à des algorithmes, mais au-delà de ça, on va l'accompagner avec une presse, avec un gros travail de presse, un travail de promotion qui sera différent. Et voilà. Aussi, le dernier mot pour toi, Shaoki. Ah, d'accord. Attention, responsabilité, lourde Grosse responsabilité. Bon, bah écoutez, pour rebondir juste un dernier point, je pense que la question se réfléchit d'une manière encore globale. C'est l'offre, c'est le rituel de partir dans une salle de cinéma, une éducation. Donc c'est de l'accompagnement et par-dessus tout, il faut tout simplement, je pense qu'il faut dédramatiser un peu le débat, de ne pas dire que les salles sont en danger, ne pas opposer le cinéma dans une salle contre le cinéma sur une plateforme. Je pense que ça se complète. Je pense qu'il faut qu'on appelle à une réflexion encore plus mûre, mais il faut se donner le temps. Parce que la culture des plateformes, il faut qu'elle s'installe, comme le cinéma a pris le temps d'installer sa culture. Et puis, il ne faut pas oublier, je le dis brièvement, en termes d'enseignement, on voit l'influence maintenant des plateformes. À titre d'exemple, les ratios d'images, donc les ratios, c'est tout simplement les formats d'images, les petites bandes noires. Là, on assiste à l'arrivée d'un nouveau ratio qui s'appelle le 2:1. C'est-à-dire 2 points. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui ressemble à ce que vous avez sur vos téléphones. Alors, un étudiant, pendant le tournage, je lui dis, alors, tu fais un 2:35 ou un 2:1 ? Non, plutôt celui-là, ça ressemble à Netflix. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça s'impose. Ça serait quand même dommage de tourner le dos à ça. Il faut l'accompagner, justement, de part et d'autre. Et puis, que la réflexion se lance. Et puis... j'espère qu'on pourra toujours faire des films et raconter des histoires. À la base, tout simplement, je pense que la solution, c'est raconter des bonnes histoires. Même, c'est depuis la nuit des temps. Je veux dire, le cinéma existe depuis 100 ans, mais raconter les bonnes histoires, c'est depuis la nuit des temps. Et je pense qu'on est tous, on adore qu'on nous raconte une bonne histoire. Donc voilà. Ça reste au cœur du sujet. Merci beaucoup à tous les trois pour ce vaste sujet. J'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. C'était super de pouvoir en discuter avec vous.